A little bit together saves a lot for each other. Water. Be the change. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020. Bien, bonjour à tous et bienvenue. Au nom de l'IME, bienvenue dans cette conférence qui va présenter les expériences de planification et de gestion de l'eau du Maroc et de Malte. Nous avons eu une première vidéo pour permettre à tout le monde de rentrer dans la salle. So, on behalf of the IME, I welcome everybody for this second conference. Vous pouvez donc choisir votre langage dans le petit onglet interprétation. Et vous pouvez également, comme d'habitude, poser les questions sur le chat par le petit onglet discussion. Voilà, je vais juste en introduction vous rappeler donc avec l'IME, nous avons entamé un cycle de visioconférences sur le sujet de la planification dans le domaine de l'eau et de la gestion dans le domaine de l'eau pour examiner entre les différents pays du pourtour méditerranéen comment arriver à des gestions et des planifications plus durables, étant donné que tout notre contexte change avec le changement climatique en particulier. Donc, ces conférences, vous avez reçu un flyer qui vous présente les différentes dates, les différentes interventions, les différents sujets. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Maroc et de Malte. Et puis, il y aura d'autres pays dans les conférences suivantes. Et tout ce travail permettra d'élaborer des propositions et peut-être même des documents innovants en faveur du Forum méditerranéen de l'eau qui aura lieu à Tunis fin janvier 2024. Voilà, donc sans être plus long, je vais passer maintenant la parole à Abdeslam Ziad, qui est membre du Conseil général de l'équipement et de l'eau au Maroc, qui va présenter les interventions concernant le Maroc. Chaque intervenant aura de l'ordre de 15 minutes pour présenter et nous garderons du temps pour examiner et essayer de répondre à vos questions en fin de réunion. Voilà, Abdeslam, merci à toi de prendre la suite. Merci, cher ami François. Est-ce que vous m'entendez? Alors, merci d'abord pour cette introduction. Avant peut-être de donner la parole aux oratrices qui vont présenter le cas du Maroc, je me permets peut-être d'apporter un petit complément par rapport à ce qui a été dit par François. Les webinaires qui sont organisés par l'IME seront restitués dans le Forum méditerranéen de l'eau qui se tiendra début de l'année prochaine à Tunis. Mais c'est un processus de restitution qui s'intègre dans la préparation du grand forum mondial de l'eau qui se tiendra mi-2024 en Indonésie, exactement à Bali. Et comme vous le savez, ou les gens qui le savent, donc le
la prochaine édition du Forum mondial de l'eau a retenu 5 thèmes essentiels sur lesquels le processus méditerranéen va répondre à un certain nombre de préoccupations. Donc, les 6 thèmes sont les suivants. Donc, il y a l'eau pour l'homme et la nature, la sécurité de l'eau et la prospérité, la réduction et la gestion des risques des catastrophes naturelles, l'hydrodiplomatie et la coopération, le financement innovant de l'eau et enfin le savoir et l'innovation. Alors, comme vous le savez, donc, il y a plusieurs processus dans la préparation des forums mondiaux de l'eau. Il y a le processus régional et dans ce cadre de processus, il y a le processus méditerranéen. Et donc, nos activités s'intègrent dans ce processus-là qui va synthétiser l'expérience des pays des porteurs méditerranéens pour les présenter au forum et partager avec le reste du monde. Et comme vous le savez, les pays des porteurs méditerranéens disposent d'une longue histoire de la gestion de l'eau, avec la spécificité de gestion de l'eau dans un contexte caractérisé par, je dirais peut-être la limitation, un caractère climatique d'aridité ou semi-aride. Donc voilà, donc je pense que les pays de la Méditerranée, ils ont une expérience très importante, notamment dans la gestion de l'eau, la gestion des conflits. C'est une grande civilisation dans le domaine du développement de l'irrigation et l'approche participative et de coordination dans la gestion de l'eau. Alors, nous allons passer maintenant à la présentation du cas du Maroc. Donc, nous allons avoir 2 oratrices qui ont une expérience solide, longue dans le domaine de la gestion des ressources en eau au Maroc. Nous avons Madame Zeynep Filali, qui est la chef de division de la coordination et la planification. Et donc, on voit le terme planification et coordination de l'eau pèse énormément dans la gestion de manière globale dans le domaine de l'eau au Maroc. Et donc, il va nous présenter l'expérience de la gestion de l'eau à l'échelle nationale et les grandes orientations institutionnelles et techniques. Ensuite, nous allons avoir l'intervention de Mme Mounia Benranem, qui est chef de division évaluation et planification des ressources en eau au niveau territorial, donc au niveau de l'agence de bassin intensif. Donc voilà, donc sans trop tarder, je vais demander à Madame Zeynep de commencer sa présentation. Donc nous aurons des présentations de 15 minutes chacune et par la suite, on passera à l'expérience du Malte et on terminera par des discussions à travers la réponse aux questions principales. Donc la parole est à Madame Filali. Donc, Merci, Monsieur Zied. Je tiens tout d'abord à remercier Lynn pour l'invitation et pour cette occasion de présenter l'expérience du Maroc en matière de planification. Donc, j'ai prévu comme premier diapo de rappeler un peu les principales étapes de la planification de l'eau au Maroc. Donc, les premiers documents qui ont été établis pour la planification des ressources en eau à l'échelle des bassins hydrauliques, ils étaient faits durant les années 80. Ce processus a été institutionnalisé dans le cadre de la première loi sur l'eau, la loi 1095. Par la suite, une première génération des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau ont été préparés et deux PDER ont été adoptés pour 2 bassins hydrauliques et la préparation d'un plan national de l'eau a été entamée avec des études durant les années 90. Le processus a été poursuivi. C'est un processus qui est assez long, nécessitant bien sûr l'engagement et l'implication de l'ensemble des intervenants dans le secteur de l'eau. Donc, un premier projet du plan national de l'eau qui est établi à l'échelle nationale et des plans directeurs qui sont préparés au niveau régional ont été présentés en 2015. Et puis en 2016, il y avait un renouvellement de la loi sur l'eau avec une nouvelle loi
3615 qui a apporté des nouveautés en matière de planification. Et donc, une deuxième génération de ces documents a été élaborée et le plan national de l'eau, actuellement, un projet est en cours de finalisation. Donc, suivant. Pour entrer plus dans le détail du cadre réglementaire de la planification de l'eau au Maroc, donc, comme je disais, la première loi sur l'eau, la loi 1095, avait mis en place deux documents qui sont les plans directeurs à l'échelle des bassins hydrauliques, qui sont préparés par les agences de bassins hydrauliques et approuvés par décret. Et sur la base des résultats et des conclusions de ces plans directeurs, un plan national est préparé et approuvé également par décret. Mais avec le renouvellement de la loi, cette logique a été un peu revue suite à la discussion entre l'ensemble des intervenants dans ce processus, dans l'esprit qu'en premier lieu, on établit le plan national de l'eau qui donne les orientations stratégiques et les objectifs à l'échelle nationale, les priorités, en vue par la suite que ces orientations et ces priorités soient déclinées à l'échelle des bassins hydrauliques dans le cadre des plans directeurs. Et donc, actuellement, la loi sur l'eau exige que les PDER se basent sur les orientations du plan national de l'eau. Suivant. Donc, en plus de ce changement dans le processus entre PNE et PDER, la loi sur l'eau 3615 a apporté d'autres nouveautés en matière d'horizon de planification qui est passé de 20 ans à 30 ans actuellement, dans l'objectif d'avoir une visibilité à plus long terme. Aussi, la loi actuelle exige que les documents de planification, que ce soit le plan national ou les PDER, intègrent le changement climatique comme scénario de base pour arrêter les plans d'action pour les 30 années à venir. Aussi, cette loi, il a renforcé le cadre de concertation, notamment à l'échelle des bassins, par la création des conseils de bassins hydrauliques qui constituent en fait un forum régional pour la discussion de la question de l'eau et aussi qui allège tout le processus d'adoption de ce document. Et enfin, la loi, il a apporté les bases juridiques pour certains volets où on jugeait qu'il y a une absence de cadre réglementaire, notamment le développement des ressources en eau non conventionnelles, à savoir la réutilisation des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer, et la collecte des eaux pluviales qui sont maintenant les solutions, si on peut dire, pour faire face aux défis actuels. Ida, suivant s'il vous plaît. Donc, pour résumer, actuellement au Maroc, on a 3 niveaux de planification avec 3 documents différents. Donc, le plan national de l'eau à l'échelle nationale qui donne les orientations pour les 30 années à venir avec la possibilité de révision chaque 10 ans, vu que la planification, elle est toujours dynamique. Et puis, un deuxième niveau à l'échelle des bassins hydrauliques avec les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau qui adoptent le même horizon, mais qui sont traités à l'échelle des bassins et dans le cadre des organes de concertation du bassin. Et puis, à l'échelle locale, avec un nouveau outil qui est les plans locaux de gestion des eaux, qui est établi par l'agence de bassin pour une zone donnée nécessitant un zoom et un plan spécifique et spécial pour assurer sa gestion durable. Suivant. Donc, parlant de la consistance du plan national de l'eau, la loi exige un minimum qui doit être traité dans le cadre de ce document.
à savoir bien sûr une première partie consistant à une synthèse des données générales et de l'état de lieu qui est la base pour arrêter et faire ressortir les contraintes et les défis majeurs auxquels le secteur de l'eau est confronté, et bien sûr faire une confrontation entre les ressources en eau et la demande en eau en vue d'arrêter les objectifs et les orientations stratégiques que ce document doit arrêter pour l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'eau. Sur cette base, des priorités nationales sont arrêtées en matière de mobilisation de ressources en eau et de leur utilisation, mais aussi en matière de préservation de l'eau et des milieux aquatiques sur les deux plans quantitatifs et qualitatifs. Et il faut dire que au Maroc, de plus en plus, on fait attention au volet qualité par rapport aux décennies antérieures où on était beaucoup plus concentré sur la quantité, le développement de l'offre. Le PNE aussi propose des réformes institutionnelles, réglementaires et financières nécessaires pour assurer la mise en place des actions proposées et pour une meilleure gestion de l'eau et du domaine public hydraulique. Et bien sûr, des orientations générales pour le financement des différentes actions proposées, sans oublier le renforcement de la recherche scientifique et de la technologie liée à l'eau. Suivant. Aussi, la loi sur l'eau au Maroc, il exige et renforce tout ce qui est mise en cohérence des politiques publiques à travers un échange et une prise en compte des différentes politiques et plans sectoriels, que ce soit dans le cadre du PNE ou une fois le PNE établi, le plan national de l'eau. Donc, les autres stratégies doivent l'intégrer et prendre en compte du facteur eau dans le développement de leur politique et leur programme. Suivant. Donc, comme j'ai dit au début, un projet du PNE qui s'étale sur la période 2020-2050 est en cours de finalisation. Ce projet s'articule autour de 3 orientations stratégiques qui sont bien sûr la poursuite et le renforcement du développement de l'offre, avec un recours de plus en plus au dessalement de l'eau de mer, qui est la solution adoptée par le Maroc pour faire face au changement climatique. On vise d'atteindre une capacité qui dépasse les 1 milliard de mètres cubes. La deuxième orientation stratégique concerne la gestion de la demande en eau pour les différents usages, avec la recherche de plus en plus de nouvelles techniques, mesures et actions qui concrétisent sur le terrain ce volet de gestion de la demande en eau. Et puis le troisième axe concernant la préservation des ressources en eau et des écosystèmes, mais aussi l'amélioration de la gestion des phénomènes extrêmes qui sont aussi le résultat du changement climatique et l'accentuation, que ce soit de la sécheresse ou des inondations, ça devient une réalité au Maroc. Suivant. Donc, ces orientations, elles sont traduites en 2 sortes, si on peut dire, d'objectifs. Des objectifs pour combler le gap prévisionnel à l'horizon de planification qui est 2050 à travers 2 actions majeures qui sont le développement de l'offre en disposant d'une offre supplémentaire, que ce soit en eau conventionnelle ou non conventionnelle qui avoisine les 4 milliards. Et puis la gestion de la demande en eau à travers une réduction de cette demande de 2 à 3 milliards de mètres cubes. Et par la suite, d'autres objectifs pour assurer la durabilité et la bonne gouvernance des ressources en eau, que ce soit en matière de réduction du taux d'envasement des barrages, une gestion plus durable des eaux souterraines à travers la contractualisation et la gestion participative des nappes, aussi l'amélioration de la qualité de l'eau en réduisant la pollution à plus de 70%.
et en cherchant à maximiser la réutilisation des ressources en eau usées et épurées. Aussi, un zoom et un intérêt particulier est donné au renforcement de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, en les intégrant dans des systèmes de mobilisation de l'eau qui sont structurants et peu vulnérables aux aléas climatiques. Aussi, assurer un niveau de protection contre les inondations des sites à risque moyen et élevé, et la mise en place dans les années à venir, à court terme, d'un système d'information sur l'eau, assurant le suivi et la bonne gouvernance de l'eau. Suivant. Donc, pour finir, la mise en œuvre de ce projet du plan national de l'eau, déjà la première phase ou la première étape de ce projet, elle est traduite dans le cadre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation qui s'étale sur la période 2020-2027 et qui constitue une feuille de route claire pour l'ensemble des intervenants pour toutes les actions dans le secteur de l'eau, avec un financement figé et des responsabilités bien clarifiées. Aussi, ce projet du plan national de l'eau sera traduit à l'échelle des bassins hydrauliques via les plans directeurs d'aménagement, comme j'ai dit au début de ma présentation, et ces plans, ils sont déjà bien avancés. Et Madame Benranim, par la suite, va donner l'exemple du bassin de Tiensift. Et aussi, plusieurs plans, stratégies et programmes sectoriels sont en cours d'élaboration ou d'exécution, et toujours un échange et un va-et-vient entre ces différentes stratégies sectorielles est assuré dans le cadre d'une coordination élargie entre l'ensemble des intervenants directs ou indirects dans le secteur de l'eau. Donc, globalement, c'est ce que j'ai à dire à l'échelle nationale, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Figali, pour votre exposé. Donc, mes félicitations. Vous étiez très concise et très concentrée sur l'essentiel du processus de planification, donc, en respectant le temps réservé à la présentation. Avant peut-être de donner la parole à Madame Benranim. Donc, je pense que l'essentiel qu'il faut retenir à travers la présentation de Madame Figali, c'est que l'approche de planification des ressources en eau au Maroc, c'est une approche qui a évolué dans le temps à partir d'une décision administrative et technique dans les années 80, en essayant de faire la confrontation entre l'offre et la demande avec les projections dans le futur. Vers les années 90, ça a été institutionnalisé par la première loi 1095, et puis après, dans les années 2000, exactement en 2015, une actualisation de la loi ou une révision de la loi en essayant de s'ouvrir sur l'approche participative, l'équilibre entre la centralisation et la décentralisation et l'ouverture sur des aspects qui n'étaient pas traités au niveau de la loi précédente. Alors, et en même temps, en répondant peut-être à la question de M. Ramirez, qui posait la question qui réalise le plan national de l'eau, qui constitue le document de planification à l'échelle nationale, c'est le département de l'eau, là où il y a Mme Figali. Et puis, au niveau territorial, et en particulier le territoire des agences de bassin, donc ce sont les plans directeurs qui vont être présentés. Le cas de Tiensift va être présenté par Mme Benranim, qui sont réalisés par l'agence de bassin qui constitue un espace de coordination à l'échelle territoriale. Madame Benranim, à vous la parole. Merci beaucoup, Zied. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, très bien. Parfait. Je suis d'abord honorée de m'avoir sollicité pour participer à ce deuxième webinaire qui est organisé par l'IME sur la thématique de la planification et la gestion des ressources en eau.
Du moment que Mme Zineb a présenté un cadrage à l'échelle nationale, conceptuel, réglementaire, sur des aspects techniques aussi, mon intervention va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à un certain nombre de questions de la part de l'auditoire qui concernent la planification. Est-ce que c'est un exercice centralisé ou décentralisé à travers une sorte de retour d'expérience pour le PDER particulier des bassins du TENSIFT. Bien sûr sans prétention d'expertise, mais avec un objectif d'amélioration et de partage, bien entendu. Donc, comme l'a si bien dit Sizied tout à l'heure, l'idée aussi à travers la présentation revenir sur la présentation de l'Agence du bassin hydraulique du TENSIFT, qui est un espace de dialogue, de concertation, d'arbitrage, etc. En tant que représentante de cette institution, c'est important de rappeler quand même que c'est un organisme qui a été mis en place en 2002, après une première expérience création d'une agence pilote au niveau national, qui est l'agence d'Omarber. Bien après, il y a eu un premier plan directeur qui a constitué pour l'agence de TENSIFT la balise de l'exercice de gestion depuis 2001, qui est le SBOT, qui est un schéma directeur d'aménagement des ressources en eau de 4 sous-bassins, Sbo, Bourgrat, Omarbe et TENSIFT. On va voir après qu'on essaie de revenir petit à petit à cette dynamique de planification proactive. Mais il a fallu quand même 10 ans avant que l'agence du bassin de TENSIFT ne puisse mener l'exercice d'élaboration décentralisé d'un premier PDER, mais qui n'a malheureusement pas été validé parce que l'exercice avait besoin de maturation et de va-et-vient avec l'échelle centrale. Et on a entamé, pour tenir compte justement de tous les apports de la loi 3615 et tenir compte aussi des études et toute la maturité des questions techniques qui étaient posées par rapport au contexte des bassins du TENSIFT, un deuxième process d'actualisation du PDER qui a été entrepris, cette fois-ci de façon coordonnée avec les services centraux depuis 2018, avant d'avoir un document qui a été validé dernièrement en janvier 2023 par le Conseil du bassin de TENSIFT. Ida, la troisième. Alors, au-delà du cadre stratégique qui est constitué par la stratégie de l'eau, le cadrage constitué par le plan national de l'eau à l'échelle nationale, il y a le PDER qui, à l'échelle régionale, va constituer justement le cadre réglementaire de gestion de la ressource à l'échelle des bassins versants. Il faut juste rappeler que l'objectif ultime à travers ce document de cadrage, d'ailleurs qui est un objectif planétaire de développement durable au niveau de ces territoires ciblés, reste quand même tributaire de notre capacité en tant que planificateur à sécuriser l'approvisionnement en eau en tout temps, c'est-à-dire que ce soit à long, moyen ou court terme, on est là pour prévenir ce genre de situation et avoir les solutions qui s'imposent pour essayer de sécuriser les approvisionnements. Cela dépend bien entendu de la maturité du cadre de gestion qui va lui, par contre, se développer avec l'expérience et l'évolution des pratiques sur le terrain. Et le cas de Marrakech en 2022 a été très éloquent à cet égard puisque c'est à l'occasion de la sécheresse qu'a vécu le bassin qu'une dynamique proactive s'est mise en place pour essayer justement de réussir les réajustements qu'il faut. Donc, le gestionnaire de l'eau, lui, il va œuvrer dans un contexte qui est plutôt complexe. Pourquoi? Parce qu'on lui impose en tant que gestionnaire d'abord un rôle de médiateur et de facilitateur intersectoriel, que ce soit à l'échelle centrale ou à l'échelle territoriale, pour faire sens justement de cette complexité et pour pouvoir identifier des solutions qui sont possibles de durabilité. Il va devoir également œuvrer dans un contexte qui est impacté par le changement climatique avec, on le connaît bien, à l'échelle planétaire comme à l'échelle du Maroc en particulier et la région plus précisément, une cyclicité des sécheresses qui s'accentue de plus en plus et on l'a vécu ces derniers temps. On vivait peut-être à l'échelle du Maroc une sécheresse tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur des cycles qui sont un peu serrés.
Et ces sécheresses qui vont s'accentuer, que ce soit au niveau à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, montrent de plus en plus que les solutions d'ingénierie qui sont orthodoxes ne vont plus suffire dans le futur pour protéger contre ces chocs climatiques tous les secteurs économiques qui ont un corollaire d'usage pour l'eau, et soulignent par la même occasion la nécessité pour nous de trouver des solutions qui sont plutôt intersectorielles et holistique pour gérer de manière plus durable cette ressource névralgique. Ida, la suivante. Bon, bien entendu, nous avons quand même la chance au Maroc de disposer d'une assise légale et réglementaire qui cadre la consistance et le process même technique et de concertation qui régit l'élaboration du document de planification qui est le plan directeur pour arriver à un scénario d'aménagement et de gestion intégrée qui est optimal à l'échelle d'un bassin versant. Donc, on passe toujours et de façon orthodoxe par 4 phases. D'abord, une phase d'évaluation des ressources et de partage de l'état des lieux de la ressource, un état des lieux, une deuxième phase qui donne l'état des lieux des usages et qui identifie un peu les dysfonctionnements de gestion et qui évalue l'évolution de la demande en eau, une troisième phase qui concerne la confrontation ressources-besoins avec la précision ou le consensus sur des allocations des eaux mobilisables pour divers usages possibles, la concertation également d'objectifs plausibles. Par exemple, pour le cas de Saint-Sift, on était pour un objectif d'équilibre des nappes, notamment la nappe du Haouz Mejdat, qui est le cœur battant au niveau de la région, et par exemple ne pas autoriser d'extension des périmètres agricoles. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on va voir comment on s'est mobilisé pour pouvoir réussir cet exercice. Finalement, on arrive à définir ou à formuler le plan directeur qui sera porté par les parties prenantes au niveau du bassin dans le cadre du conseil de bassin, avec un coût bien défini et un cadre de mise en œuvre. Ida? Alors, pour revenir un petit peu au cas du bassin du Saint-Sift, on avait retenu lors du premier G en 2012, selon le premier chronogramme que j'avais présenté, on avait retenu un PDR qui considérait uniquement un apport externe par transfert nord-sud. Donc, c'est-à-dire renforcer un petit peu l'offre au niveau du bassin en renforçant tout ce qui était importé de l'extérieur du bassin pour combler le déficit. Le dessalement a été élagué dans le temps pour des considérations de coût, mais avec la sécheresse qu'a connue le bassin et pendant 3 années successives, qui ont drastiquement rapetissé toutes les ressources qui ont été mobilisées à travers tous les complexes de mobilisation, qu'ils soient intra- ou extra-bassins, avec même une concomitance justement de la sécheresse au niveau de tous les sous-bassins qui desservaient prioritairement le plus grand pôle urbain au niveau de la zone qui est le pôle de Marrakech. Cela incitait justement les autorités à reconsidérer un petit peu leur scénario, qui soit à court, moyen ou long terme. Donc, on a adopté un plan d'urgence pour la ville et même à l'échelle nationale pour d'autres centres. On a pu assister avec l'appui, bien sûr, de l'autorité toujours à réorienter les priorités du programme 2027 qu'a présenté Mme Filali tout à l'heure, avec un rehaussement des capacités financières dans le cadre de ce programme. Et on a pu revoir justement les composantes de planification à long terme. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le cas de Marrakech est très éloquent à cet égard, puisque ce cas a été justement l'occasion pour nous de renforcer un petit peu le cadre de gouvernance en développant des alliances collaboratives à différentes échelles et différents niveaux territoriaux. D'abord, pour qu'à l'échelle centrale, on prenne en main tout ce qui est amélioration d'état de connaissance des ressources en eau et de demandes en eau, avec des réunions quasiment systématiques avec tous les secteurs pour essayer d'affiner la demande à juste titre, en rehaussant les volumes des investissements pour réorienter l'investissement vers le dessalement et les interconnexions entre bassins,
et essayer de diminuer les pertes en mer en matière d'eau, en adoptant des systèmes de gestion qui vont aller dans l'amélioration de l'exercice de gestion. Par exemple, on a revu les niveaux de prise d'eau potable au niveau de certains barrages de façon à valoriser toutes les réserves d'eau qui n'étaient pas exploitables de façon naturelle lors du dimensionnement. Et puis, on a également réfléchi à long terme à déconnecter certains systèmes l'AEP de l'irrigation pour essayer de réussir justement l'exercice d'arbitrage de façon collaborative avec les parties prenantes concernées par ces usages-là. Ida? Alors, bien entendu, comment est-ce qu'on met en musique tous ces objectifs-là dans le cadre d'un contexte physique particulier, celui des bassins du Tensift? Ce que je représente sur le slide, c'est toute la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique. Donc, elle compte 2 bassins, Tensift et la zone côtière, donc Souera. Il y a la nappe du Haouz Mejjad qui est montrée au centre de la diapositive, qui est vraiment l'enjeu. C'est là où les gros enjeux de planification se jouent. Et la dernière figure qui représente un petit peu le découpage administratif de la zone montre que du point de vue de la gouvernance, nous avons quand même des ressources qui sont gérées de façon concomitante entre 2 agences de bassin, l'agence de Tensift et l'agence d'Omar Bey, avec un territoire commun, celui de la région de Marrakech-Safi. Donc, c'est dans ce contexte qu'on agit. Donc, une région, 67% de la superficie de la région concerne la zone d'action de l'agence. Nous avons quand même 7 provinces et préfectures. Et une préfecture, c'est de Marrakech, qui constitue le plus grand pôle. On a 87% des collectivités territoriales de la région qui sont dans notre zone d'action, 61% de la population de la région. Nous avons également un ratio ressources en eau par habitant qui est en deçà de seuil de pénurie. Et avec ça, nous avons une obligation quand même de développement socio-économique puisque nous avons quand même une superficie agricole de plus de 40 000 hectares en grande hydraulique, avec une irrigation privée sur plus de 90 000 hectares qui puisent directement dans la nappe et plus de 157 000 hectares de petites et moyenne hydraulique qui est desservie par des CELIA qui mobilisent les eaux de crue. Nous avons également 2 autres pôles touristiques en plus de Marrakech, c'est Souera et toute la vallée du Haut Atlas, donc le Toubkal et les vallées assujetties. Ces pôles représentent quand même 34% de la capacité d'accueil nationale en termes touristiques. Pour donner un bref aperçu des ressources en eau au niveau de la zone, nous avons comme une zone avec une pluviométrie qui varie de 180 mm à 220 mm en pleine et peut arriver jusqu'à 560 mm en zone de haute altitude. Nous avons ce potentiel génère des apports moyens annuels de plus de près d'1,1 milliard de mètres cubes, mais qui peuvent varier justement entre 350 millions de mètres cubes jusqu'à 3,3 milliards en année extrême. Nous avons un potentiel exploitable en eau souterraine qui ne dépasse pas les 520 millions de mètres cubes, alors que les prélèvements arrivent à 688 millions de mètres cubes. Donc, nous avons un déficit global de 168 millions de mètres cubes par an. La nappe de Haouz Mejjad au niveau de la plaine du Haouz, à elle seule, va enregistrer 70% de ce déficit. Et donc appelle à une mobilisation accrue, on le verra après. C'est pour ça que cette nappe a fait prioritairement l'objet d'une convention de gestion intégrée des ressources en eau qu'on a appelée convention GIR pour la plaine du Haouz Mejjad. Alors, en termes de demande, relativement à tous ces secteurs, nous avons une demande en eau potable et industrielle actuelle de 173 millions de mètres cubes qui va arriver en 2050 à 333 millions de mètres cubes.
Nous avons une demande agricole qui tourne autour de 2 milliards et quelques. Et nous avons une obligation de satisfaction par rapport à cette demande qui va être contraignante pour la grande hydraulique et pour la PMH moderne. Tout le reste, c'est-à-dire tous les prélèvements au fil de l'eau, vont être desservis au gré de l'hydraulicité de l'année. Nous avons un déficit des nappes, un déficit sans considération des 168 millions du déficit au niveau des nappes qui va arriver à 592 millions. Et si on compte le déficit des nappes, ben, on a un déficit actuel de plus de 760 millions de mètres cubes. Bien entendu, nous devrons, dans un contexte avec un certain nombre de contraintes, d'abord, une augmentation de la demande en eau avec un rythme de 3% annuellement. Cette augmentation est opposée à une baisse des apports entre la série avant les années 80 et la série des apports après les années 80 de près de 24%. Qui est conjugué malheureusement à un envasement des barrages avec une perte de capacité annuelle de 3,2 millions, pas 3,4. Et on a en surplus une surexploitation des nappes qui se manifeste par une baisse piézométrique qui va de 1 à 4,4 mètres par endroit. Voilà. Ida? Alors, en termes de bilan, nous avons un bilan déficitaire global qui va se creuser à plus d'1 milliard de mètres cubes en 2050, si on considère l'état d'aménagement actuel. Bon, un état qui compte déjà des grands et moyens barrages, près de 7 grands et moyens barrages avec une capacité de 210 millions de mètres cubes. Nous avons 2 grands barrages qui sont en cours de construction et qui vont rajouter plus de 250 millions de mètres cubes additionnels. Nous avons 2 systèmes de transfert avec une capacité de 200 millions de mètres cubes et nous avons un réseau de Sadia qui est développé qui mobilise près de 645 millions de mètres cubes. Bien entendu, tous ces aménagements structurants sont additionnels à tout ce qui est local, puisque le rural est important pour nous. L'adaptation nous impose aujourd'hui de réfléchir de plus en plus à des solutions de collecte des eaux pluviales. Donc, actuellement, nous sommes sur un petit volume de 5 millions de mètres cubes qui sont mobilisés par petits barrages, mais nous avons effectué un inventaire de tous les sites potentiels qui vont nous permettre de justement rehausser un petit peu ces capacités. Ida? Donc, face au déficit, nous avons des objectifs stratégiques qui sont portés par le plan directeur. Un premier objectif stratégique qui est de sécuriser l'approvisionnement en eau potable sans déficit, de consolider les acquis de l'agriculture irriguée de façon durable, notamment la grande hydraulique et la PMH moderne. Nous avons aussi une obligation, un objectif d'équilibre des nappes d'eau souterraines à travers justement des périmètres de protection et autres. Nous avons une obligation aussi ou un objectif de préservation du patrimoine hydraulique, notamment tout ce qui est servitude du domaine public hydraulique. Et puis, nous avons une obligation aussi de protéger les biens et les personnes du danger des inondations, donc tout ce qui est phénomène extrême, notamment les sites noirs, ils doivent être traités, etc. Et puis, nous avons aussi des objectifs de qualité pour essayer d'avoir cette adéquation entre la qualité et les usages d'eau en luttant contre la pollution. Ida? Alors, en termes de consistance, le PDER va aller sur les 3 piliers qu'a présenté Mme Fileli tout à l'heure, qui sont la gestion de l'offre, la gestion de la demande et tout ce qui est préservation des ressources stratégiques et des milieux naturels. En termes de mobilisation, donc de gestion de l'offre, la consistance du PDER propose l'amélioration du potentiel mobilisé au niveau du bassin à travers 3 nouveaux sites de barrages qui vont permettre de mobiliser plus de 600 millions de mètres cubes. Et puis, on a une surélévation de 2 barrages, notamment le barrage de Zarra qui est en zone côtière, qui vont permettre de rehausser le volume mobilisé à 146 millions de mètres cubes
Nous avons un potentiel qui est actuel de 115 millions, mais qui à terme arrivera à plus d'1 milliard de mètres cubes, Inch'Allah. Nous avons également des objectifs de dessalement d'eau de mer avec un volume objectif de 90 millions de mètres cubes, 77 millions pour le pôle de Marrakech et 13 millions à peu près pour la ville de Essaouira. Bien entendu, ce potentiel va être soutenu par tout ce qui est import via transfert. Et on va renforcer justement le transfert en interconnectant le sous-bassin d'Omarbe avec les sous-bassins de Sbo, Bourgreg, à hauteur de 84 millions de mètres cubes. Bien entendu, on émerge dans le cadre de ce PDER d'une vision de gestion de l'offre au sens strict vers une gestion intégrée. Donc, nous avons une obligation d'économie d'eau, que ce soit à l'échelle de la consommation potable ou dans le secteur agricole. Donc, on est sur un objectif plausible de près de 178 millions de mètres cubes d'économie d'eau. Et puis, le PDER compte également des mesures complémentaires qui vont essayer de soutenir tous les objectifs de renforcement de l'offre au niveau du bassin, notamment en aménageant les bassins versant en amont des barrages et en préservant les nappes souterraines par l'instauration de périmètres de protection. Ida. J'ai voulu aller un petit peu dans certains détails juste pour dire que finalement les actions du PDER sont une façon de traduire un petit peu les objectifs stratégiques de développement de l'offre et de la demande. Zineb a parlé tout à l'heure de ressources non conventionnelles et de ressources non conventionnelles. Au niveau de la région, nous avons un potentiel de 56 millions de mètres cubes. On a un objectif d'élargissement de l'exploitation de ces eaux à l'ensemble des espaces verts à hauteur de 26 millions de mètres cubes et on est en train de voir avec les partenaires sectoriels comment valoriser les 30 millions qui restent sur les usages industriels et agricoles. Nous avons également un objectif de soutien du développement de l'approvisionnement en eau au niveau local. Aujourd'hui, nous avons 16 barrages collinaires qui sont déjà inscrits dans le programme prioritaire 2027 et nous travaillons avec un rythme soutenu de collecte des eaux pluviales avec des agences comme l'Agence nationale de gestion des zones oasiennes et d'autres partenaires pour essayer de rehausser un petit peu le rythme de tout ce qui est réalisation des MTFIA qui sont des bassins de collecte des eaux pluviales. Je suis vers la fin. Oui, je suis vers la fin. J'ai 3 slides. Donc, Ida, la seconde. Rapidement, je rappelle par rapport aux mesures de conservation des eaux souterraines que nous avons quand même un objectif prioritaire de conservation de la nappe du Haouz Mjat à travers l'activation du programme DESNAC qui est déjà prêt et on est en train de travailler avec les partenaires justement pour essayer de reprogrammer un petit peu les actions de façon coordonnée. Je passe un peu sur les autres actions pour aller vers l'autre slide, Ida. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que la gouvernance du secteur repose aussi, au-delà des actions qui forment le PDER, sur des structures porteuses. D'abord, un cadre réglementaire assaini, et puis le département est en train de travailler de façon rythmée sur les textes réglementaires de la loi 3615, notamment en ce qui concerne le dessalement d'eau de mer pour les différents usages. Nous travaillons à l'échelle de la région et avec le département. Essaye de mobiliser des fonds avec la Banque mondiale pour essayer d'étendre ou optimiser le réseau national. Nous avons contracté un financement avec la KfW à hauteur de 5 millions d'euros pour essayer justement d'étendre le réseau avec 16 nouvelles stations hydrologiques et près d'une quarantaine de nouveaux piézomètres à l'échelle de la région avec des compteurs intelligents et pour pouvoir avoir la donnée en temps réel. Il y a aussi le système d'information sur l'eau. Le département travaille sur la refonte de ce système national
Et on a l'obligation d'intégrer dans ce système justement une plateforme d'échange d'informations qui sont liées aux usages parce qu'on a besoin de cette interopérabilité des données sur les usages pour essayer de réussir l'exercice d'établissement du bilan d'eau sans oublier un cadre de recherche-développement qui est propice. Et au niveau du bassin du Tensift, nous avons quand même formalisé un partenariat multi-partenaire. Nous avons un contrat de rivière qui est en cours au niveau de Ourika. Nous avons une convention avec la région sur l'efficience hydrique avec un financement des audits qui a été réalisé au niveau de la ville de Marrakech à hauteur de 2 millions de dirhams et on est en train de travailler sur les autres audits de consommation sur les autres centres urbains de la région et avec un financement de ces actions dès que les plans d'action seront finalisés. Nous avons également, dans le cadre du ciblage de la communication pour changement de comportement, un observatoire de la consommation responsable avec l'Université Qada'iyat. Et puis, nous avons une convention avec un cluster de recherche-développement porté par l'Université Mohamed VI à Ben Guerir. Ida, la dernière, je voudrais juste finir pour insister sur la nécessité de trouver des solutions d'adaptation qui soient plus robustes par rapport à cet exercice de planification avec des systèmes d'allocation et de production d'eau qui vont fonctionner acceptablement sous plusieurs futurs plausibles, qui soient suffisamment résilients pour revenir rapidement à un statut de fonctionnement acceptable, et puis finalement qui soient suffisamment flexibles pour permettre des réajustements au cas où les choses se développeraient ou iraient différemment de ce qu'on avait prévu. Voilà, Sizied, je pense que je suis vers la fin. J'espère avoir apporté un petit grain de sel à ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Benralem. Donc, c'était extraordinaire. Donc, un exposé très riche et très dense qui contient un certain nombre d'informations et de dispositions des mesures de planification à l'échelle territoriale. C'est un exposé qui a suscité beaucoup de réactions de la part de l'assistance. Donc, avant peut-être de remettre la parole à Monsieur François pour continuer, donc je retiens et je prépare un peu les deux intervenantes pour les questions. Donc, déjà, M. Ramirez soulève la question des petites erreurs sur la slide numéro 3. Donc, le plan national, il est élaboré par le département de l'eau, le ministère, et non pas par l'agence. Je pense que Mme Zine va peut-être soulever cette question pour la corriger. Alors, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, certainement, donc on y reviendra à la fin, juste pour que préparent les collègues à la réflexion de la réponse. Le retard de l'approbation des documents de PEDER de 2012, donc mais ça, c'est quelque chose qui va avec le processus d'approbation qui prend énormément de temps et la coordination entre les PEDER et le plan national de l'eau. La question des eaux souterraines, donc Mme Benralem, elle a apporté les réponses, donc la question a été posée avant qu'il entame cette question, mais le poids de la ressource souterraine au niveau du bassin du Tensift mérite quand même qu'on y reviendra pour voir quelle est la stratégie pour le futur. C'est une question très, très sensible et importante. Alors, la question de financement, oui, c'est vrai, le financement, aussi bien pour le plan national que pour les PEDER, est posé. Certainement, on verra ça avec Mme Fideli. La question de transfert, qui a été soulevée par plusieurs personnes, ce sont l'état d'avancement des projets, mais également, c'est un sujet qui chevauche entre les PEDER et le plan national et qui nécessite beaucoup de coordination. Donc, Mme Fideli, certainement, il apportera des réponses sur cette question. Donc, et le dernier point, c'est l'envasement, l'efficacité des mesures proposées, la surélévation des barrages. C'est vrai qu'en ce moment, les barrages, étant donné la conjoncture qu'on a au Maroc, les barrages ne sont pas remplis, hein, donc nous sommes à un taux de remplissage très faible, mais c'est la conjoncture. La surélévation des barrages obéit à des règles de compensation des pertes par envasement, mais également en se basant sur des séries longues et comme mesure d'adaptation au changement climatique, en créant des réservoirs pour que lorsqu'il y a de la pluie, ça permettra d'apporter une régularisation interannée. Donc, je suis désolé un peu de revenir sur un certain nombre de points que je juge importants qui vont susciter la réaction dans les discussions et je remets la parole à M. François pour la suite du webinaire. Bon, merci à tous les
les amis marocains qui ont présenté vraiment des choses très complètes. Comme ça prend du temps, on n'aura peut-être pas la possibilité de balayer toutes les questions, mais en tout cas, elles sont enregistrées et on essaiera par la suite des travaux avec les autres conférences aussi de traiter un peu toutes ces questions. Moi, je retiens que ce que vous avez présenté, c'est le plan, les objectifs, et la plupart des questions, c'est on comprend bien ces objectifs, etc. Mais comment va-t-on faire pour les atteindre? Et c'est ça, effectivement, la difficulté. Alors, je vais passer maintenant la parole à nos amis de Malte. Nous avons eu en présentation la vidéo qui n'est pas une publicité, hein, qui est un document pédagogique sur justement le cas de Malte, mais sur la gestion des ressources en eau, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau individuel des usagers. Mais vous allez pouvoir nous parler davantage, plus précisément, des plans qui sont mis en œuvre dans votre pays. Donc, Manuel, je te laisse la parole. The floor is yours. Thank you, Francois, and a good afternoon to everybody. So my presentation will focus specifically on the application of the UEFA Nexus in the context of the comprehensive river management framework, river basin management framework. And this will be done through presenting some facets, some aspects of water management in Malta and how the specific linkages of the nexus are applied. Next slide, please. So, first of all, what is the nexus? So we need to define the nexus because there are different interlinkages, and the application and how the nexus is viewed can be different depending on the particular context of each specific river basin. Most of the time, I would say the nexus or the concept of the nexus started because of linkages between water and energy. And in the northern countries, let's say that, but it's not just the northern countries, this important link comes because of the water needs for energy. And therefore, this was this water to energy link. However, when we look at our conditions, and our conditions are those where there's water scarcity and water is not enough, we can also see this from a different perspective. We can see this from the perspective of energy for water, because we need to produce water. But we can also look at it from the point of view of all the energy needed for the water sector and how, or different aspects of the water sector and how this can be developed. We can also look at the aspect of agriculture, so water for food. But in certain aspects, we can also look at the linkages between food or crops for energy. But we also need to look at the need of water for ecosystems, and therefore, when you start looking at the nexus and the different interlinkages between each word of the WFS of the water, energy, food, and ecosystems, these linkages start to get into the aspects of all, let's say, water management in the different or the spread of the river, let's say, of the river basin, and therefore we're seeing quite a horizontal aspect of how this system, how this framework can be applied. Next slide. And we're mentioning river basin management planning, and I would say this is a key concept under the European Union's Water Framework Directive, where let's say the focus of management, and here we are talking about water management, focuses on this unit, which is called the river basin. And by focusing on the river basin and by focusing on what's happening in this area, which drains to a single point, the directive does not just involve water, because
to manage water effectively at this scale, one needs to look at the needs and aspects of other different sectors, because water is a very horizontal topic. And therefore, we need to look at integrated water management across different sectors, including energy, including agriculture, and including, let's say, the whole facet of the economy. And this leads to a point which we cannot protect water, we cannot manage water if we treat water in isolation. So if we need to protect water, if we need to really develop that management framework which can lead to the effective use of water, we cannot manage this water in isolation. We need to integrate this water overall the, let's say, we need to have this horizontal management framework. Next slide, please. So I said I'll be speaking about Malta and what is specific or what is characteristic of Malta. So managing water in Malta needs to start with, I always say, a deep recognition of reality. We can fantasize, we can look at different aspects, but at the end, reality is that we do not have sufficient water resources. And this is something which is quite common, which we share with a number of countries in the Mediterranean, particularly the southern edge of the Mediterranean. So our natural water resources are not sufficient to meet the demand. If we were to, let's say, put this simply, it's like having water in a bank. The water which we have is sufficient in the case of Malta to take us up to June. Nature can give us about half of what we need. And apart from that, it's not just the climate. It's not just that the climate does not give us water, but it's also that the national water demand is increasing. And why? It's an increasing population, an expanding economic activity, and climate change. Now, is this specific to Malta? I would say no, because I think it is very much similar, let's say, a situation when you have in other bigger countries, population hotspots, so cities. And therefore, the management of water in cities, and I love to define Malta as a city-state, almost not a country, because it is a city, a high population density, a high urban density, surrounded by the sea, so it's an isolated city. It is quite similar to when we have cities in other contexts, in the context of larger countries, where, however, the issue of managing water becomes much more and more important. Next slide, please. So let's look back and let's see how Malta has addressed this water management challenge. So looking back in the years, our water supply was dependent on groundwater. And groundwater basically is our natural renewable freshwater resource. We do not have rivers, do not have lakes, and for a time, for hundreds of years, groundwater was enough. Yes, we needed to have, let's say, that carrying over capacity between summer and winter, so carrying surface water, rainwater from winter to summer collected. But groundwater was enough. But let's say since the 1700s, particularly the 1800s, population started to increase. And that led to an increasing water demand. And not last year and not 2 years ago, but even in the 1960s, so we're talking about 60 years ago, it was already evident that groundwater on its own was not sufficient to meet demand. And here we find the first investments, commercial scale investments in seawater desalination with multi-stage flash distillation plants. So that was the first aspect where we started to put in alternative water resources. We started to produce water. And this is the first time, I would say, 10 years after, where we started to hit, and we started to, let's say, the reality of the link between energy and water started to hit us. So fast forward to the 1970s, the oil crisis, the price of oil increased, so the price of energy increased,
and this impacted our water production. Why? The cost of water shot up. So there was a particular problem in producing water, which led to, at that stage, to shifting the quality, let's say, the production of water to once more to groundwater, which was, I would say, possibly sensibly economically, but a very wrong decision environmentally, because after 10 years, our aquifers, which are very, I would say, which are very vulnerable to seawater intrusion, were actually collapsing, and we had high salinity levels. So the water was undrinkable, production had to be reduced, and given that there was no alternative, this led to widespread water rationing. And if we look at that black and white photo from the 1980s, that's actually a protest in the street because there was no water in the tap. And people were protesting. Water was being rationed with every two, let's say, you had water every 2 days, which was a problem. Next slide, please. And we were actually saved with the development of seawater desalination, where our first commercial scale seawater desalination plant was constructed in 1982, and production of desalinated water was progressively increased along the years to meet the water demand. I would have to add in brackets with a massive investment in water demand management to ensure that the effective use of this water. But what's important is that the increased need to produce water brings about an increased consideration to the energy requirements to produce water. And in the case of Malta, going down back to the 60s, this gave an early prominence to the water energy. So this nexus, this startups of the nexus, link in water management and energy management, energy efficiency, and the management of the energy demand for water production were important elements of Malta's water policy frameworks from the start. Next stage, next slide, please. So in fact, if we look at where we are, so when we look at water production, the distribution of water, wastewater collection, wastewater treatment, so this aspect of the full blend of water services, so these water services all require energy. And therefore, within this context where we need to produce water, where we have other elements of pumping water and treating water, the delivery of water services is an important factor of the national energy demand. By the mid-1990s, when we were investing in ROs and possibly not containing so much demand, our energy needs for producing water, mind you, producing water, at that time, mid-1990s, we were still not treating wastewater. Wastewater was just discharged to the sea. We were looking at 12% of the national electricity demand being reserved for water production, just for water production. Energy efficiency and demand management make so that today, providing the full scale, the full portfolio of water service, so including wastewater treatment, water services accounts for 6% of the energy demand, national energy demand. Understood, the economy has increased, and therefore the divisor, when we calculate this figure, has increased, so we're dividing by a bigger number, but also the energy requirements for the water sector have also went down. And therefore, I would say we have a percentage of energy demand for water production, which is much more measurable, much more manageable. Definitely, production of water is the main user of energy. So when we look at desalination, we're looking at 55% of our water needs being actually produced by being actually researched for desalination, whilst all the other services, so abstraction of groundwater, distribution, wastewater treatment, wastewater collection,
cover the remaining 40 to 45% of the energy demand. And that also shows that desalination, whilst big strides have been made to reduce its energy demand, still has a sizable importance in let's say, the energy demand of the water sector itself. Next slide, please. In fact, our first forays into addressing energy were actually addressing energy efficiency in desalination. Because, let's say, that was the main consumption outlook which we had. But in these last 20 years, the specific power for desalination, due to investments in energy efficiency and the development of technology, has been almost halved. And with the reduction in energy for desalination, the increase, let's say, the energy use within other water services aspects start to become more important. So, leakage management and energy savings from lower production needs, distribution and trying to optimize, so reduce frictional losses in distribution networks by optimizing pipe sizes. Unnecessary heads, unnecessary production heads. In the case of wastewater treatment, reducing seawater infiltration in sewers. Also protecting the quality of wastewaters, because the better quality of the wastewater, the less energy you need to treat it, and also energy efficiency in wastewater treatment. And therefore, we're seeing that energy is not just energy in desalination, but by reducing the energy in desalination, making these aspects more relevant, we're seeing a holistic aspect of energy management in water services being taken by our water utility. And we can look at, let's say, different facets to it. So yes, we reduced, almost halved, the energy requirements for desalination. We've almost also decreased significantly the national water demand by leakage management, and that's also another energy supply. And that also reflects in important reductions in the metric for measuring leakage. So the infrastructure leakage index, which had been reduced from highs of 20 in the 1990s to low levels of just above 2, a level of 2 of ILI. But more importantly, and this is an indicator which I would like to suggest, is that the energy use for every cubic meter consumed has been reduced from around 25 kilowatt-hours to around 4 kilowatt-hours. This is not just now what is produced, but takes into account also what is lost in the network. So important is what aspect of energy management, so what aspect of what is the actual energy use for every cubic meter which people actually consume. And that is an indicator which shows the comprehensivity of the network of the whole water services system itself. Next slide. And therefore, we need this broader perspective, and we need to move to water demand management because of the energies which are moving to it, also to the user level. I'm bringing some examples from the domestic sector. So different percentages of how we use water in the home, at least in Malta. But every liter which we can save from what we use in the home avoids the use of energy to produce and distribute it. But also in the home we use hot water. So there's also energy in heating water, and energy in heating water is substantial, it's significant. And therefore, water use efficiency results in energy savings as well. And this can also lead to linkages with other policies, because it's not just water in itself, but it's water within this broader context. Next slide. And looking at the river basin, we need to go beyond the water energy. And here I can present Malta's water reuse program, where the further polishing of treated wastewater
is enabling the reaching up of the quality levels necessary for the safe use of water in irrigation, landscaping, and industry, and also managed aquifer recharge. Eventually, we're looking at, we have 3 polishing plants, so a further step to polish treated wastewater, which have a production capacity, will reach a production capacity of 7 million meters cubed. Understood, 7 million meters cubed can be almost nothing for larger countries, but in the case of Malta, that's 1/3 of the demand of the agricultural sector. So, by linking water for food, because we are increasing the security of supply of the agricultural sector, and moving the agricultural sector to this alternative source of water, we're also reducing the pressure of natural water resources in the case of inland waters, making that water available for ecosystems, and therefore also establishing the other water to ecosystems link in the nexus. And therefore one can see that different actions at the river basin level, at the planning level, at the river basin management planning level, can lead to these links in the nexus being established and strengthened. Next slide, please. So to conclude, yes, we have this water, energy, food, ecosystems nexus and building on it, but we can also go beyond, because water is a key driving force within key strategies, even at the European Union level. But if we look at the decarbonization strategy, it can link up with water, particularly renewables for desalination, apart just from for other alternative water resources, apart just of water for energy, but also the strength in other contexts of hydropower, or the need of cooling water in other contexts as well. Strategies related to the circular economy, particularly if we link it up with wastewater treatment and the recovery of resources, or the recovery of energy also from there. The farm to fork strategy, particularly leading to the strengthening and the sustainability of the agricultural sector. And also the zero pollution strategy, which relates to the protection of waters. And therefore we can see that the nexus, when applied into a planning cycle, a planning method, can actually broaden up this consideration of water management and ensure that the plans and the management which we have are stronger, are more resilient, and can also lead to a sustainable framework, a sustainable operation, or the provision of sustainable water services. Next slide. So I will stop here, and eventually, after me, my colleague Charles will give some practical examples of measures which we have included in our river basin management plans, where these linkages between water and energy come into play. In particular, as from the name of our entity, we're an entity which links energy and water policy, and therefore these linkages, this nexus approach, is one of the, let's say, founding games of our agency. Thank you, and I pass the floor back to you, Francois. I don't know if I can take the questions now or can take them after. Guide me, or you can pass the floor to Charles. Okay, thank you very well, Manuel. Merci beaucoup d'avoir présenté ce sujet très complexe qu'on appelle Nexus, mais qui veut dire justement un nœud de complexité entre les différents secteurs, eau, énergie et agriculture, et aussi d'avoir élargi finalement aux politiques de l'environnement. Alors nous avons beaucoup de questions, mais peut-être que justement l'intervention suivante va commencer à répondre avec des exemples pratiques. Et surtout, nous avons plus beaucoup de temps, donc je vais demander à Charles, si possible, d'être aussi rapide que possible. Charles, please, the floor is yours. Hello, thank you very much. Good afternoon. And I thank IME for inviting me for this webinar. As explained well by Manuel, there is this link between energy and water on the islands. And so over the years, a need was felt
that much further was to be done in order to convince and promote further energy and water efficiency. A unit was set up within the agency. It's called the Stakeholder Support Unit that has the task to address all consumers in our multi-society and to convince them to use less energy and water, obviously for the benefit of the whole nation. The unit is made up of technical officers, but of course we work hand in hand, definitely, with all other sections of the agency, the PR section, the media section, obviously the project section, and of course the water and energy sections, which then obviously draft policies for and suggest policies for the government to implement. So what is the role of the SSU? The SSU has to understand stakeholders, first of all. And thereafter, after understanding stakeholders through meetings with them, we have to focus on a way how to address their fears, their barriers, and thereafter project or draw up schemes or initiatives. Throughout these 2 years that the SSU have been set up, we've drawn up a number of schemes. We'll go through them in a hurry, but we'll go through them, obviously. One of them, for example, you'll be hearing me a lot saying energy and water auditing. It's essential. We have a scheme that promotes energy and water auditing because this is the first step for enterprise or a household, but majorly in enterprises, to actually know what they are consuming. We also promote research and innovation, obviously. We promote consumer energy water conservation awareness in household and micro SMEs, because there's a difference, of course, between households and enterprises. In enterprises, we do energy audits, like I said, which are quite detailed, whilst in households and micro SMEs, we do a more personal thing, discuss behavior, for example, in household, discuss billing, discuss the bill, because many times through the bill itself, you can actually see what the family, the household, if the family or the household has wasteful behavior, for example. But of course, also we have a social aspect to our unit, where we try to help out also vulnerable households. In vulnerable households, we not only share our knowledge on energy and water consumption, but we try to support them through the replacement of their appliances. Many of these vulnerable households obviously find it hard to change appliances, and we go to households where they have damaged appliance still running. So we try to help them out. But we have a number of initiatives, Bash. Initiatives, first of all, I wanted to say, as a unit and as an agency, we hold high regard to the stakeholders of enterprises. It's very, very, very important that us as a government agency and the stakeholders work hand in hand. We cannot work, unless we work hand in hand, we cannot achieve our results. So, for example, today I'm going to speak about 2 initiatives. One is called MERCHA, which we work hand in hand with the Chamber of SMEs, where we are doing energy audits in the food and retail enterprises. We started this exercise, we're in the middle of it, with the aim, of course, when we have a number of energy audits done, we can actually focus on the recommendations coming out, and then address, of course, the whole sector. When we make project is different, we make initiative, it's with the Chamber of Commerce, and it was done over 2 years, and mainly it was interaction with the manufacturing sector here. We got to discuss with the main non-SMEs.
We held seminars with them, giving them lectures on financing investment, that is R&I, technical innovations, etc., etc. Very, very important, for example, in this WeMake thing is also the mentoring, where non-SMEs who have excelled in certain energy or water initiatives teach the other SMEs, many of them are SMEs, on ways how to achieve energy efficiency. So it's not just us as a technical agency who promote energy and water efficiency, but the non-SMEs themselves who give lectures to the other SMEs. One other very important thing coming out of this WeMake is that we try to involve industry in European LIFE projects. I will come to this later. One important initiative that has kicked in the last very few months, last 2 months, is what we call the GUEST initiative. As I think in many of the southern Mediterranean, North Mediterranean, I guess tourism is very important. And many times our focus is on the larger hotels, the 4 stars, the 5-star hotels, the multinational hotels, you know. And of course, they're quite set up to address water and energy initiatives. But many times the other, let's call them hospitality resorts, were given a bit of we were left in the shade. So we decided to put the spotlight on the guest houses, do the same as we were doing with the retail sector, do a number of energy audits, and of course, thereafter, we're going to end up with a report and address their particular sector. Very, very important. Again, we had a number of discussions with the owners of the guest houses, where the first thing that came up was the role of the guest. Because whatever the guest house does, even the larger hotel, to say the truth, it's the guest that has to act in a manner that is energy or water efficient. So also in this exercise, which we are calling GUEST, we're trying to give out tokens to tourists on the island so that we make them aware of the importance of energy and water on our islands. And as I said, you hear me speaking a lot of energy and water auditing. This is throughout the past years. I mean, the agency has been set up in 2014. And I think we started working energy audits with the main stakeholders on the island, promoting energy audits first, and thereafter moving to water audits, circa 2015. Energy auditing, as I said, is very important than water auditing. And it's simple. It's a collection of past consumption data, measurement and observations, the analysis of this data, and the most important thing, the recommendations of this report. As I said, it kicked out as an energy auditing, as was happening, I think, all over the world. But then, as Manuel clearly indicated, water is very, very, very important for us on the islands. There's this link which Manuel very well explained. And so we decided to expand the auditing on the islands to include water, which should include a list of processes that use water, calculating the amount of water used, the source, because they are different, the treatment if done on site, and of course the discharge of water, which is also very important, both in the industrial sector and in the hospitality sector. As I said beforehand, through the WeMake project, we managed to win 2 European funded projects with several other European partners and several other European Chamber of Commerce and industry.
Now, one of them, basically, they're auditing and what comes out of the auditing and how can we make the recommendations from the audits be implemented. One is called EE for SMEs, where we're looking mostly at resorts, at hotels, like we said, guest houses, etc., and the food manufacturing sector. And the one is called Revalue, where here we're just not focusing on their enterprise per se, but we're taking a look at the value chain. That is, for example, if there is food manufacturing, if there is an ice cream maker, it's not just the firm making the ice cream, it's storing the ice cream, it's transporting the ice cream to the supermarket or whatever, the retailer, it's the retailer, and even, of course, like I think many other parts in the world, is transporting this product ready to be shipped abroad, not just for consumption on the islands. So that is a project called Revalue. I think we have 3 years in both of this project. EE for SME has started, but I think in the 5th or 6th month of the project, and Revalue will start in next November. Very, very important. We also have, as I said, the scope of the SSU, the stakeholder support unit, is we try to reach all consumers. And there are valuable, the voluntary organizations, which are actually, I think, the heart of every nation, right? I mean, there are social clubs, sports clubs, etc., which always need the support of the administration of the time. So we support both energy and water actions in these organizations to a tune of up to 30,000 euros, which of course will help them achieve one of these coming up six topics: water flow reduction, reservoir restoration, excuse me, the building of secondary networks, very important. And then from an energy point of view, water heating, equipment efficiency, and lighting efficiency. We have a scheme that's been running now 3 years, which is dedicated to research and innovation. Again, for us, energy and water are at par. Currently, we have 11 beneficiaries from the 2 schemes that were issued in 2020 and 2021. I think they are circa 50-50 as regards water and energy. I think 6 are energy and 5 are water. So as I said, we treat them at par. And since in the call of 2022, the agency decided to focus more now on specific topics, required by the islands. One is, as Manuel clearly highlighted before, the importance of agriculture. So R&I in agriculture as regards water supply, R&I in grey water use in industry. Then I have 2 topics related to energy, PV and batteries, much importance now, obviously, with the increasing use of electric vehicles and PVs on the island. And last but not least, spatial heating and cooling. Very important for us Mediterranean countries. We also hold an annual award for the enterprise that invests in energy and water sustainability. This award has been going on since 2019. We skipped 2020 for reasons I think everybody is aware of. But again, as you can see from the winners, it's 50-50 share mainly. I mean, because an enterprise can do either or be awarded either for a water efficient initiative or for an energy efficient initiative. One thing which you can see is that the award is not just a trophy, but it's also the award is an educational grant
to be used by the enterprise for educating its employees further on energy and water sustainability. And more important, and equally important, we are building a small garden sponsored, of course, by us and the government, where we are and supported, of course, by these enterprises who end up as finalists of the scheme. To continue further on what the agency actually does as regards energy and water education, Manuel, I think, indicated in his speech the Ain Educational Center. I think it's a very important establishment for the islands. Ain, it's where the Maltese citizens and anyone who comes to the islands and visits the center can learn about water, right? It was the initial focus was on water and teaching the Maltese students and local foreign students, right, on the importance of water for our islands, even through games. But then I think circa 2 to 3 years ago, we decided to extend these games and available for school children to actually explain renewables to our younger generation. Here at the Educational Center, we not only do seminars and seminars for the students, but also we offer enterprises to teach their employees. I mean, not teach might not be the right word, to give their employees an insight of energy and water efficiency. It's quite popular with enterprises, you know, because many times we manage to highlight behavioral aspects that even the employees themselves understand and perhaps and willfully act upon. So we offer these, let's call them CSR courses to enterprises for their employees. As Manuel said, clearly said, energy and water and food. Here I have in my conclusions, I list the SDGs. Both energy and water have their own SDG number, they're SDG 6 and 7. But obviously, if you take a look at the other SDGs, they're indirectly or directly, they're touched by either energy and water conservation, especially food, like Manuel has clearly stated. I just want to state this, that an energy or water unit saved today is a unit that is enjoyed tomorrow. Thank you very much and have a good afternoon. And thank you again to the IME for inviting me for this webinar. Thank you. Okay, thank you very much, Charles. And thank you to our Maltese colleagues. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Donc, je n'ai pas essayé de réduire vos présentations. Malheureusement, nous avons donc déjà dépassé d'un quart d'heure le temps qui était prévu. Donc, je demande à Ida s'il faut conclure ou si on peut éventuellement consacrer 5-10 minutes encore pour quelques questions. Vous pouvez. On peut. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser une question aux Marocains et une question aux Maltais, simplement une, hein, et on essaiera dans les comptes rendus d'apporter davantage de réponses. Donc, pour commencer par le Maroc, bon, simplement peut-être on peut demander, parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent, puisque l'objectif est de réduire, par exemple, la demande en eau, un des objectifs de réduire la demande en eau, et notamment la surexploitation des nappes comme celle du House, quelles sont les principales actions qui vont permettre d'y arriver? Est-ce qu'il y a des
des actions très contraignantes? Est-ce qu'il y a des dialogues? Est-ce que c'est tel ou tel utilisateur qui est visé en premier? Je crois que si on peut répondre à cette question, ça sera déjà un éclairage très intéressant. Donc, je ne sais pas si qui parmi vous veut répondre de façon rapide à cette question. C'est Zied, je ne sais pas si tu veux commencer ou… Ziad, on n'entend pas, il y a ton micro qui est coupé. Pardon, j'ai oublié d'activer le micro. Hein. Donc la question a été très spécifique pour Madame Benrahman pour le cas du house, et le cas du house, c'est un cas d'école en termes de gestion des ressources en eau souterraine. Donc Madame Benrahman va certainement apporter des éclairages. Les eaux souterraines dans le bassin de Zenseft étaient un pilier important dans l'équilibre hydrique en termes de développement de l'offre pour satisfaire la demande. Mais au fil des années, avec l'occurrence des années sèches et l'augmentation des prélèvements, la nappe ou les nappes sont en souffrance et le niveau diminue au fil du temps. Et beaucoup de réflexions ont été engagées par l'agence, et pas uniquement l'agence c'est un espace. Et donc, il y a certainement des recommandations pour essayer un peu d'éviter au maximum la surexploitation et de garder la ressource souterraine comme une ressource stratégique pour l'avenir. Donc, Madame Benrahman, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous faire, à partager avec l'assistance sur la gestion durable des ressources souterraines de la région. Voilà, quelques exemples, parce qu'on n'aura pas le temps de tout raconter. Je peux y aller là? Allez. Très bien. Donc, rapidement, la nappe du Haouz Mjad est un vrai cas d'école, puisque les premiers contrats de nappe, on les a commencés, enfin, les premières réflexions, on les a commencées il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est avec la déclaration de Marrakech pour la convention GIR Haouz Mjad a été faite en 2019. Aujourd'hui, on a un plan qui est là avec deux piliers importants. C'est de continuer à développer la ressource alternative superficielle pour les agriculteurs pour rehausser un petit peu rapetisser plutôt le déficit sur leurs parcelles en termes de desserte eau superficielle pour essayer de soulager un petit peu tout ce qui est à point à partir des eaux souterraines. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir arriver au contrôle des prélèvements, puisque la vraie question au niveau de la nappe du Haouz Mjad et de toutes les nappes d'ailleurs, c'est de contrôler les prélèvements illicites. C'est un exercice qui est ardu, de un, et pour lequel on n'a pas la possibilité de mobiliser que les moyens orthodoxes, c'est-à-dire les fameux inventaires épisodiques, etc., ne vont absolument rien donner. Donc, on est allé sur un autre registre indirect avec un recoupement au niveau du traitement de l'imagerie satellitaire pour essayer de cibler de façon indirecte les extensions et les surconsommations. Donc aujourd'hui, avec l'interprétation de l'imagerie satellitaire, et il y a un certain nombre de bureaux d'études aujourd'hui qui fournissent ce genre de services, moyennant une enveloppe budgétaire annuelle. Et donc ça nous a permis, avec un pilote à basse résolution et à haute résolution sur un petit sous-bassin de Nfis, d'arriver à des résultats palpables en termes d'aiguillage sur le contrôle des prélèvements illicites en eau souterraine. Aujourd'hui, on va renforcer un petit peu cet aspect-là sur deux volets. D'abord, tout ce qui est maîtrise de la modélisation de la nappe et donc actualisation du bilan pour avoir un modèle à même de nous aider à simuler un petit peu tous les scénarios qui se prêtent à nous, parce que nous avons des alternatives au niveau de la nappe. C'est déjà de repenser les assolements, parce qu'il n'est pas dit que les assolements qui existent aujourd'hui sont les meilleurs. Il y a des choses à actualiser et à réajuster.
Et la deuxième chose, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques au secteur agricole, c'est-à-dire que stratégiquement, on a cette obligation de cibler tous les secteurs pour essayer dans la co-construction intersectorielle, plutôt que de viser un usager. Même s'il est majoritaire, on est sur les négociations avec les agriculteurs et je cite un contexte particulier de Ain Ebeyno, qui est dans la zone de Mjat et qui a tari, elle donnait du 500 litres seconde. Aujourd'hui, on est sur un travail avec l'université pour essayer sur un travail d'abord de modélisation, sur un travail, un travail doctoral pour parfaire l'exercice et les moyens de concertation avec les agriculteurs, et un troisième travail qui va nous permettre d'avoir un modèle de simulation de la nappe avec le M6P pour pouvoir, mieux aiguiller, revoir un petit peu les assolements et les revoir de la meilleure façon, mais surtout les programmes de gestion de la nappe au niveau de ces parcelles en particulier. Parallèlement, sur un autre registre, on attaque tout ce qui est efficience d'eau potable, avec des audits de consommation à l'échelle de la ville de Marrakech qui constitue le plus grand pôle. On a aussi à l'idée de réfléchir à changer un petit peu le paysage de la ville de Marrakech en adoptant des assolements qui s'adaptent parfaitement ou là, qui s'adaptent plus au contexte de stress hydrique, puisqu'aujourd'hui on a du gazon majoritairement, mais en plus de la réutilisation qui est dans le pipe et qui va être mise en œuvre très bientôt, on a à l'idée de superposer ça avec des plantes qui sont endémiques, qui sont adaptées au contexte. Et dans le cadre des audits, on a été vraiment multi-secteurs. On a ciblé les hôteliers, le secteur industriel, les administrations, puisqu'on a une obligation d'exemplarité de l'État on a notre échantillon qui faisait 100 établissements à cibler 40 administrations en particulier. Nous avons une marge de manœuvre. Aujourd'hui, on cible une économie au niveau de l'eau potable de 15%. Et c'est un ratio qui nous semble parfaitement plausible au niveau de l'eau potable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup parce que là, c'était très concret et on voit que ce n'est pas une seule action, mais vraiment un faisceau d'activités qui peuvent parvenir à ces résultats. Monsieur Gerber, je vais ajouter rapidement 2 secondes tout ce qui est communication pour changement de comportement, parce que ça, c'est vraiment, et on cible la jeune génération à travers les classes d'eau, donc avec un rythme vraiment soutenu, et on cible également Monsieur Tout le Monde avec des campagnes de sensibilisation grand public, et la Radema est un partenaire clé là-dessus, puisque c'est elle qui porte l'exercice à travers toute la ville de Marrakech. Voilà. Ouais. Très bien, ça fait le lien avec ce que nous a présenté justement la supporting unit de Charles à Malte, cet effort de communication qui doit être vraiment diversifié par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire précédemment, hein, pour toucher tous les publics de manière bien ciblée. Mais pour Malte, je poserai alors juste une question parce que c'est ce qui revient le plus dans le chat, c'est les questions autour du dessalement. Quel est le coût, le prix, enfin le coût de revient de l'eau dessalée par rapport à une eau, disons, naturelle ou souterraine que l'on pourrait prélever. Et je propose à Manuel peut-être de répondre là-dessus, en gros, hein, sur l'économie de l'eau dessalée, et aussi peut-être le programme de formation, puisqu'il y a beaucoup de questions là-dessus, et je pense que Malte pourrait exporter du savoir-faire en matière de formation, sous forme de formation en matière de dessalement. Voilà, Manuel, si tu peux dire quelques mots, et ensuite je conclurai. So thanks, Francois. So when it comes to the cost of desalination, I would use another indicator, because let's say that more than 70% of the cost of desalination is energy. So much of the cost of desalination depends on the price of energy. So if the price of energy in a country is 20 cents per unit and desalination is using 3 kilowatt hours,
the price of energy for desalination there would be 60 cents plus the other 20%, we'll be talking about around 75 cents. But if the price in a country is artificially low, would be 5 cents, then we're talking about a price of desalination which is around the 20 cents. Or if a price in a country is high, make it 50 cents, we're talking of a price of desalination of about €1.75. So the price is relative because it depends on the price of energy. So I think the best metric to use is the kilowatt hours required to produce 1 cubic meter of water. And in the case of Malta, that is 3. Now, in the case of Malta as well, the price of energy would hover for the utility in something around the 15 cents. So in that case, we're talking of a price for desalination which is around 60 cents per cubic meter. But this is dependent on the price of energy. So if government in the coming month, because changes the price of energy, then the price of desalination will change. So I definitely recommend that when we are comparing desalination, we compare desalination on the specific power. That is the energy required for one cubic meter. Okay, thank you very much, Manuel. Well, I'm afraid we don't have time enough to talk about all the topics. Nous n'avons plus assez de temps pour parler de tous les sujets, mais je vais conclure donc maintenant en remerciant tout d'abord chaleureusement tous les orateurs pour ce qu'ils nous ont préparé et présenté. On essaiera, comme pour les autres séminaires, puisque ça n'est pas une conférence unique, mais une série, on va essayer d'accumuler donc tous les retours d'expérience, le savoir-faire pour apporter au Forum méditerranéen et au Forum mondial des éléments innovants qui sont vraiment fondés sur plusieurs pays. Donc c'est un travail qui démarre et qui va être de plus en plus parlant et dont vous pourrez, tous les participants pourront avoir connaissance. Je crois que c'était aujourd'hui très intéressant sur à la fois la comparaison, les synergies qu'il peut y avoir entre les niveaux local, niveau national, comme on a vu au Maroc, entre des prévisions locales, la connaissance du terrain et puis des orientations nationales, des contraintes et des orientations. Et très intéressant aussi sur de replacer notre domaine de l'eau, que la plupart des participants comme moi sont des spécialistes, mais de le replacer dans un contexte économique, sanitaire, qu'on retrouve finalement avec les objectifs de développement durable que nous a présenté Charles et qui sont vraiment les boussoles qui peuvent nous orienter à l'avenir dans le domaine de l'eau. Donc, pour terminer, je vous rappelle que ces conférences sont disponibles après sur YouTube, sur notre chaîne YouTube de l'IME. Donc, vous pouvez les visionner à nouveau. Et nous mettrons également en ligne le document pédagogique que nous ont montré en introduction nos amis maltais. Et puis, au fur et à mesure, donc, il y aura compte rendu de ces travaux, synthèse progressivement. Donc, vous êtes tous invités bien sûr, à consulter ça, mais pourquoi pas à proposer pour les réunions suivantes soit des thèmes, soit des intervenants. Hein. Le programme n'est pas encore complètement figé. Et il va se poursuivre d'ailleurs jusqu'au Forum méditerranéen de l'eau en janvier 2024. Donc merci à tous pour votre attention. Et nous étions plus de 300 personnes inscrites aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est presque un record dans nos visioconférences organisées par l'IME. D'où ça montre bien l'intérêt du sujet. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Thank you very much. Good evening.